Bonjour chers amis téléspectateurs, écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sortis du confinement, que vous êtes bien requinqués et que avec l'ouverture provisoire, puisqu'on nous a annoncé un nouvel enfermement pour la rentrée, donc j'espère qu'en tout cas vous arrivez à, voilà, construire, produire, travailler et rester surtout dans vos baskets pour ne pas être trop comment on va dire ça, par rapport à tout ce qui se passe, déséquilibré, ne pas trouver votre voie et puis surtout parce qu'on vous dit et après le confinement, comme si une société neuve allait se présenter à notre porte. Si nous ne la construisons pas, elle ne sera pas là. Donc il faudrait qu'on s'y mette et puis qu'on essaye de sortir de ce que nous savons le mieux faire, mais c'est normal, c'est le lot des dominés, des sociétés dominées, c'est-à-dire entretenir du conflit, le nourrir, l'aimer, le soigner et le porter au nu quand nous n'avons pas le pouvoir de nous occuper de notre société, de nous occuper de son état de dégradation, de nos enfants, du vieillissement, entre guillemets. On sait bien qu'il est produit par ceux qui ont intérêt à ce que la Martinique se vide, bon, etc., etc. Donc, il y a énormément de problématiques qui sont là. Il y a la problématique du chlordécone qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été prise à bras le corps par nos élites comme on s'y attendait. Et aujourd'hui, justement, je veux mettre en balance une problématique qui est celle de quelque chose qu'on entend depuis quelque temps sur les ondes, dans les médias, de manière très décomplexée. Nos élites ont une interprétation de l'histoire qui est assez libre, qui qui rend les Noirs responsables de leur malheur. Et ce sont des Africains qui auraient vendu des Noirs ici. Donc, à la limite, tous les crimes sont concentrés tous les regards sont focalisés sur eux et ils n'auraient qu'à se taire parce que leurs ancêtres les ont vendus et sont donc responsables d'un certain nombre de situations. Et puis à côté de ça, il y a une population, un groupe, une minorité qui est absolument protégée par cette élite, qu'elle soit intellectuelle ou politique, et dans des discours qui sont absolument à interroger, parce que je pense à la jeunesse, je pense à tous ces gens qui ont beaucoup de mal à construire une estime de soi et en tout cas à monter en estime de soi parce que justement, ils ont à se confronter en permanence à ce type de discours qui sont produits par des élites qui ont une légitimité certaine ou une certaine légitimité parce que justement ce sont des élus ou des personnalités qu'on voit qui s'affichent dans nos médias. Donc la question c'est jusqu'où on ira avec cette manière de réviser l'histoire, de l'écrire à sa façon quand on a des intérêts en jeu et qu'il s'agit de protéger une minorité ou des amis ou des copains pour éviter que les vrais problèmes ne soient posés, jusqu'où on ira donc avec cette manière de fonctionner et de détruire, à mon avis, non pas seulement une forme d'unité, de vision d'un groupe dont on fait partie, mais également les chances que nous soyons vraiment, que nous en arrivions à cette fameuse paix sociale qui est prônée par nos élites soi-disant, que nous y arrivions de cette façon-là, à partir du mépris, du rejet, de la criminalisation du groupe majoritaire de notre société qui est afrodescendant et qui est celui-là qui reçoit mais vraiment tous les soufflets qu'on peut donner dans cette société sans risque d'être condamné parce que, bien sûr, les dominés sont les derniers à avoir des défenseurs. Et puis, voilà, peut-être que les contreparties pour les intérêts des uns et des autres ne sont pas voilà, disponibles et qu'on peut effectivement dire d'eux, penser d'eux et ce qu'on veut dans les médias, surtout que, paradoxalement, c'est cette population-là qui est la plus sollicitée quand ces personnes ont des projets de se faire élire, de faire
voilà, de mener des carrières politiques, c'est cette population dont on sollicite le plus les suffrages. Parce que ce ne sont pas les petites minorités qu'on protège qui vous mettent là, qui les mettent là. Ce sont les populations, la grosse composante majoritaire de notre peuple qui est sollicitée. Donc, il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup de malhonnêteté intellectuelle, beaucoup de lâcheté, et puis surtout, cette manière très décomplexée de cracher sur les pauvres, ou les petits, ou les noirs, ou, etc. Je trouve que, on l'avait déjà dit depuis longtemps, chaque fois que ça viendra sur la scène publique comme ça, de manière décomplexée, parce qu'on ne s'attaquerait pas de cette façon-là aux béquilles, et même les mulattes sont protégées dans ce processus, et on ne le ferait pas à des blancs. Il y a énormément de problématiques pourtant dans nos sociétés qui concernent ces composantes. Alors, on réfléchit, on est dans une démocratie d'après ce que j'ai entendu, et puis c'est seulement sur les uns qu'on tape de manière totalement décomplexée et voilà, sans conséquence pour soi, puisque finalement, ceux-là n'ont pas les moyens de se défendre et d'être protégés. Donc cet après-midi, j'ai invité Maître Germanique, qui est d'abord un avocat, qui connaît les problématiques du droit, et puis qui est aussi Prince d'Améléco, qui connaît les problématiques africaines et qui va nous donner son avis sur cette façon, cette forme d'évolution qu'on observe dans la société, qui, à mon avis, doit être stoppée, doit être arrêtée. Et si on veut vraiment la paix sociale, eh bien, il faudrait qu'on la cherche dans le respect et dans la dignité, et pas comme cela se fait dans nos médias ouvertement. Même ici, dans une émission de jeudi dernier, j'ai entendu 3 personnes qui sont des personnalités politiques ou en tout cas publiques, dire des choses qui m'ont beaucoup froissée, et je n'ai pas été la seule à être froissée sur notre peuple, sur ses origines, sur les Noirs, sur les Africains. Je trouve qu'il faut arrêter ce cinéma-là et nous prendre autrement, gérer, en tout cas attirer l'attention sur ces problématiques. Bonsoir, Maître Germanique. Bonsoir, Juliette. Voilà. Comment ça va? Voilà. J'ai le sentiment que on est dans une espèce de torpeur, de sortie de confinement, mais sans véritablement qu'on puisse parler de déconfinement ou de liberté. D'ailleurs, le mot confinement ou déconfinement apparaît presque comme un néologisme, tellement le concept est nouveau. L'idée de fermer... D'enfermer. D'enfermer les gens chez eux, mais surtout de les faire s'enfermer eux-mêmes. Absolument. En leur donnant, en leur déléguant le pouvoir de s'autoriser à sortir. Oui. Et à faire la police. Et à faire la police sur les gens de leur proximité. Et c'est une forme de délégation de ce menottage, cet auto-menottage qui confine, si j'ose dire, qui va jusqu'à donner le sentiment que la responsabilité, la responsabilisation n'existe que lorsqu'il s'agit de s'auto-incriminer. Absolument. Si on tombe malade, c'est notre propre faute. C'est parce qu'on n'a pas respecté ci, respecté ça, fait ci, ne pas fait ça, etc. Si on sort librement pendant le confinement, c'est parce que on brave des interdits ou qu'on sait soi-même... Non, mais vraiment, c'était de la folie. Et c'était une période, et c'est encore une période de privation de liberté. Oui. D'intense privation de liberté, où le système nous formate pour que nous-mêmes soyons au-delà même des atteintes à nos libertés, les premiers à y porter atteinte. Oui, la contrainte devient non contraignante et du coup, on se l'approprie et on l'utilise comme si on était les auteurs, les décideurs de cette forme de contrainte surtout qui nous prive de liberté. Pourquoi j'ai voulu commencer par ça et en parler? C'est parce que je comprends maintenant mieux, un petit peu mieux, l'enfermement d'habitation. Parce que sur une habitation, c'est tellement grand que les Africains pouvaient s'enfuir. Pourquoi ne s'enfuyaient-ils pas?
s'étaient-ils auto-confinés dans l'habitation? Eh oui, pour pouvoir Enfin, ils ont essayé, il y en a qui ont cultiver, essayé, qui ont l'enrichir. marronné. Oui, justement, justement. Je mets de côté ceux qui ont marronné et qui ont réussi à passer au-delà de cette clôture invisible, de cette barrière invisible, mais les autres qui restaient enfermés à l'intérieur de cette barrière invisible. Peut-on pour autant les blâmer de n'avoir pas franchi le pas, de n'avoir pas marronné? Non, il faut vraiment comprendre qu'un système d'enfermement est d'abord un système mental d'enfermement, Absolument. avant d'être un système Qui est physique. intériorisé. Voilà. Oui. Et on nous a fait intérioriser tellement de choses, et notamment, on nous a fait intérioriser des choses qui, quand on en parle, sont incroyables. Par exemple, il y a une idée qui est très forte en Martinique, mais pas seulement, dans le monde colonisé, que l'Africain aurait vendu l'Africain, nèg vend nèg. C'est ça Voilà. la question. Les gens sont persuadés de ça. Oui, mais on l'entend de nos élites. Alors, comment ça s'est construit? Déjà, historiquement, on a complètement passé sous silence les résistances. Absolument. Ça, c'est très important de comprendre que dans le récit de notre histoire, les résistances en Afrique et les résistances en Martinique ou en Guadeloupe ou ailleurs, dans les colonies, ne sont pas racontées. Voilà. Donc, nous n'avons pas, nous, Africains, de héros. Nous n'avons pas résisté. Et à la limite, le marronnage et le nègre marron, c'est un personnage tellement hors civilité et donc civilisation qu'il est hors histoire ou qu'il est à la marge. Bon, c'est un marginal. Donc, on fait croire aux gens que nous n'avons pas résisté et que nos résistances n'ont pas conduit, à l'exception de l'erreur haïtienne, à la liberté, à l'émancipation, ou n'ont pas visé la liberté et l'émancipation. La deuxième idée qu'on va seriner dès le biberon, c'est l'idée que si liberté il y a eu, c'est par nos libérateurs blancs. Bon, c'est eux qui ont libéré les Noirs, libéré les Africains. Oui. Ça, c'est la deuxième idée. Oui, on l'a vécu récemment avec Schellcher. Voilà. Et quand on dit oui, mais elles ont déboulonné la statue, est-ce qu'il ne fallait pas dialoguer avant? Mais il y a eu des dialogues avant. Bien sûr. Il y a eu des dialogues avant. On a fait tout ce qu'on pouvait avant pour dialoguer. Bien on a pu constater que le dialogue n'a une chance de naître que par des actes comme ça, qui sont posés. Oui, parfois il faut bousculer l'ordre établi. Donc ça, c'est le deuxième concept. Après le premier, donc, il n'y a pas de résistance. Le deuxième, les Blancs nous ont libérés. Et au milieu de ces deux idées-là, on va en mettre une troisième. C'est que le commerce, s'il n'a pu se faire, ce n'est que parce qu'il y a eu une offre et une demande. Et puis une complicité, donc, pas même une complicité, une action, une proposition. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment à l'origine. Ça, c'est la troisième idée qu'on va nous donner. Donc, pas de résistance, des libérateurs blancs, et pendant tout le crime, c'est les Africains qui ont vendu. C'est faux. Ça, c'est faux. Premièrement, il y a eu des résistances, et c'est aux historiens de... Et il y a des ouvrages qui racontent... Non, de militer pour que dans le récit historique martiniquais, ça soit mis à l'école. Malheureusement, ça n'est pas appris à l'école. Ça ne se fait pas, bien sûr. Les gens ne savent pas qui est Lumina, Delgrès, Solitude, Romain. Les enfants ne savent pas. Les adultes, eux... Quand ils se posent des questions, quand ils vont chercher, quand ils recherchent des ouvrages qui sont nombreux en plus et qui existent parce que nous avons des historiens qui ont fait un boulot extraordinaire. Mais ils n'ont pas leur place à l'école. Bien sûr. Bon, donc c'est à nos hommes politiques. À l'école de la République. Bien sûr. C'est à nos hommes politiques de revendiquer
le droit de faire une éducation martiniquaise, une éducation nationale martiniquaise. Pour le moment, l'éducation nationale française est négationniste sur ce point. Et elle a raison de l'être parce que la France ne veut pas se raconter comme la criminelle qu'elle est. Tout simplement. Elle ne veut pas se raconter les crimes qu'elle a commis. Un peu comme si l'Allemagne, en fait, racontait son histoire sans parler de Hitler. Eh bien, la France parle de son histoire sans parler de Colbert en tant que père du Code Noir, sans parler de Napoléon et de Louis XIV et de sous l'angle de l'esclavage. Oui, elle en parle justement, mais tout ce qui lui permet d'évacuer cette dimension-là de criminel, etc., elle l'évacue de son récit. Et donc, on a du coup des grands personnages qui sont parés de toutes les vertus, et les gens à qui on apprend ça le répètent sans savoir que dans ce qui concerne leur rapport avec la France et leur histoire avec ces personnages, c'est pas très joli à regarder. Mais la question, c'est, bien sûr, l'éducation nationale véhicule un discours qui est absolument négationniste, etc. Mais notre élite, qui elle est aussi concernée par cet esclavage, par ce crime, reprend ce discours négationniste et vient dans les médias, et c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai décidé de cette émission cet après-midi, vient dans les médias en face de nos publics qui sont fragilisés, qui ne connaissent pas, qui souffrent d'un défaut de connaissance, d'ignorance, et qui, puisque ce sont des élus qui ont une forme de légitimité, qui auront tendance à croire et à reprendre ce que ces gens-là disent. Et donc, c'est important qu'on déconstruise ce discours et qu'on se demande aussi pour quelles raisons ces élites-là, parce qu'il y a un enjeu, à mon avis, reprennent ce discours qui est dépassé dans certaines sphères, parce qu'il y a des domaines, des endroits, des lieux, des espaces, des champs dans lesquels cette histoire-là est analysée et déconstruite. Or, dans la sphère publique, dans là où les médias, etc., officiels, même un peu privés comme celui-ci, s'expriment, eh bien, on a l'impression que voilà, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent en toute impunité, sans égard pour le public. Et ce public-là, c'est parce qu'il est essentiellement afrodescendant qu'on peut lui jeter à la figure toutes sortes d'insultes ou de propos insultants, dégradants, pour ce que moi j'appelle leur dignité. Donc il est important qu'on comprenne votre démarche qui est d'abord d'expliquer comment c'est une construction. C'est pas quelque chose qu'on a pu vérifier historiquement. On est juste dans une construction. Oui. Donc on rase complètement l'idée qu'il puisse y avoir des résistances depuis le 15e siècle jusqu'au 18e siècle. Et puis, on va raconter l'histoire de l'esclavage et de la traite, j'utilise ces termes-là, à partir du 18e, lorsqu'on aura réussi, du côté des puissances coloniales, à affaiblir ou carrément détruire des royaumes résistants et des fois à utiliser ou à fabriquer des roitelets qu'on va armer les uns contre les autres pour pouvoir ensuite dire que l'histoire entière de la période se résume à l'histoire du 19e siècle et expliquer qu'il y a des complicités qui, à elles seules, non seulement effacent les résistances, s'étendent à toute l'histoire, mais mieux même, sont l'essence même de la possibilité du commerce. Bon. Cette idée-là, je l'ai même entendue sur le continent africain, où on a convaincu des gens que leur propre royaume avait pris part au crime et s'était enrichi, alors qu'en réalité, quand on regarde, on cherche, on ne voit pas d'enrichissement. On voit bien... le continent est le plus pauvre jusqu'à aujourd'hui. On voit bien des reproches qui sont faits les uns aux autres. Voilà. Et on n'aurait pas l'idée, par exemple, de confondre l'Allemagne avec la France, ou avec l'Angleterre, ou avec la Belgique. Mais
alors qu'il y a 54 pays en Afrique. On dit l'Afrique et Bien sûr. puis on a fini Au avec singulier. ça. Voilà. Mais mieux, les commerçants qui se livraient à la traite et qui existaient sur le continent africain n'étaient pas des rois ou des royaumes. Ils n'étaient pas représentants des entités qui représentaient les nations ou les peuples. Bien sûr. Il y avait des collabos, mais ces collabos-là ne travaillaient pas pour un régime unique qui serait vichiste. Non, les Africains n'étaient pas les maîtres des termes de l'échange. Mais ce qu'il faut, voilà, moi je crois que c'est très important qu'on explique à notre public qu'il y a un système qui est en place et le moteur, l'organisateur, le décideur, etc., n'est pas l'Afrique, ni le peuple africain. Ça, ce sont des choses qu'on vit aussi chez nous. Ce système-là, il fonctionne avec ou sans les Africains. Et vous pouvez supprimer les Africains, qu'il va continuer à fonctionner comme tous les systèmes. C'est un système, c'est un circuit, ça ne s'arrête jamais, et une personne remplace une autre. Et dans tous les pays, sur tous les continents, vous avez eu à des moments historiques donnés, je vais faire un petit aparté par rapport à ce que vous disiez, dans tous les continents, vous avez eu ce qu'on appelle des collaborateurs. Ceux qui ont été ce qu'on appelle les Blockwart, lorsque Hitler organisait l'extermination du peuple juif, c'était en très grande majorité des Juifs. Les Blockwart, vous pouvez le vérifier, ceux qui gardaient les chambres à gaz, ceux qui aidaient à amener les personnes de leur origine vers ces chambres à gaz, c'était des Juifs. Dans l'armée d'Hitler, on a relevé des milliers de Juifs. Voyez ? Les Africains, donc ça c'était un système qui fonctionnait, ce n'est pas les Juifs qui ont organisé le système contre leur propre peuple. Mais on a, comme partout, des gens qui ont contribué à faire marcher le système. Mais comme je vous l'explique, il peut fonctionner avec ou sans les Juifs. C'est juste que, par stratégie, ceux qui décident, qui ont organisé le crime, ont besoin parfois de collaborer, d'avoir des alibis pour dire, vous voyez, etc. Vous avez le système en France. Ceux qui ont décidé lorsque Pétain décide de collaborer, de laisser la France être occupée et gérée par l'Allemagne de nazi, eh bien, les trois quarts, enfin une grosse masse, une partie de la population, y compris les élites politiques, dont Pétain, ont collaboré avec les... Et qu'est-ce que la population a fait ? Eh bien, elle a adhéré, beaucoup a suivi. Les résistants étaient, ce qu'on ne veut pas nous dire, une poignée de gens. Et il y a assez de livres d'histoire qui l'expliquent pour qu'on ne soit pas, ou qu'on ne m'accuse pas de raconter ou de dénaturer l'histoire de France. C'est comme cela. Donc, la question de la collaboration, elle n'est pas à mettre au même plan que la question du système tel qu'il fonctionne. En Afrique, vous avez un système de traite industrielle qui est mis en place, qui n'est pas mis en place par l'Afrique ni par les Africains, et beaucoup de royaumes ont empêché ce système de s'imposer à leur pays ou à leurs institutions et n'y sont pas parvenus. Donc il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie, qui n'ont pas pu empêcher qu'on kidnappe et qu'on emmène leur population enchaînée, comme vous le voyez sur beaucoup de photos. Ben voilà la question. Donc quand vous avez un élu que j'ai entendu ici sur ce plateau qui s'appelle Monsieur Lordino, excusez-moi Monsieur Lordino, si vous m'écoutez, j'espère que vous réfléchirez, que vous lirez aussi sur cette histoire-là. Quand vous avez des gens qui viennent dire à la population, mais ce sont les nègres qui ont vendu les nègres pour défendre une affaire d'ailleurs d'eau qui concerne de l'eau à Séguineau, je trouve que voilà, vous allez un peu vite en besogne et je ne comprends pas en quoi l'histoire des Africains qui auraient vendu des Africains se trouve mêlée à cette histoire de terrain, soi-disant parce qu'on en veut au béquet, etc. C'est vous qui racialisez les choses. C'est vous qui dénaturez aussi l'histoire et qui avez un rapport, un discours qui est extrêmement méprisant pour la population dont vous faites partie. Parce que je sache, il me semble que vous apparaissez être un afro-descendant. Donc ce que je veux dire, c'est que
Quand on parle de la traite en tant que système, la traite industrielle, on a beau dire que l'esclavage existait aussi en Afrique, mais l'esclavage, d'ailleurs le mot slave vient de slave, l'esclavage a existé dans le monde entier. C'est à mesure que l'humanité évolue qu'elle change son rapport, que l'être humain acquiert un autre statut. Mais l'esclavage a existé dans sur tous les continents. La question que nous posons et qui se pose aujourd'hui, qui fait reconnaître cet esclavage-là industriel, transatlantique, cette traite négrière qui était totalement entre les mains des Occidentaux, organisée par eux, orchestrée par eux, cette question-là, c'est un esclavage industriel qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais déshumanisé, enlevé leur statut aux gens, changer leur nom, leur généalogie et les faire disparaître dans des statuts de meubles ou d'immeubles, etc. Donc c'est ça la question. Quand vous osez parler de ces problématiques à notre population, à qui on n'apprend pas son histoire, on vous demande de tenir, d'abord de savoir de quoi vous parlez et de ne pas vous permettre cette liberté avec l'histoire. Ou bien vous la connaissez et vous posez les termes comme il faut, ou bien vous vous taisez en disant, d'après ce que j'ai entendu, éventuellement les Noirs auraient vendu des Noirs. Mais les collaborateurs ne sont pas ceux-là qui ont été à l'origine de l'organisation de ce système criminel. Donc on ne peut pas dire à nos gens, à nos jeunes qui vous écoutent et qui sont profondément blessés, parce que peut-être que quand vous faites ces déclarations-là, vous n'allez pas sur le terrain. J'ai entendu aussi M. Monplaisir parler de jalousie, de nègres qui font ci, qui font ça. Quand vous proférez des paroles comme celle-là, vous allez sur le terrain pour écouter les réactions des gens, pour comprendre combien vous les blessez, pour comprendre qu'on ne peut plus, en 2020, permettre que notre élite, celle qui vient demander les suffrages de sa population, se permette de la traiter comme il la traite là, et pour protéger une petite minorité qui n'a l'air d'en avoir jamais été concernée par l'esclavage, par le crime, par tout ce qu'on veut. Donc c'était ce point-là, cette mise au point que je voulais faire. Et voilà, j'ouvre un débat. Vous pourrez venir devant avec des gens qui sont blessés par vos propos et qui vous demanderont de leur expliquer d'où vous tenez vos informations et pourquoi cet acharnement à dire que les Noirs ont vendu des Noirs et à déplacer donc les problèmes de société que nous vivons, qui ne sont pas racialisés, mais que vous racialisez en faisant sans arrêt référence à des béquets à qui on en voudrait, dont on serait jaloux du terre. Mais on sait bien comment ces gens-là ont obtenu les biens dont ils disposent. Et pourquoi est-ce que les Martiniquais n'auraient pas un droit de regard sur la façon dont le pays a été distribué, morcelé, occupé, etc. Voilà, donc je reviens à cette question-là. Sur la question la façon dont on protège. Pour protéger une minorité, on va incriminer tout un peuple. C'était pour moi le regard de l'avocat qui était important pour que notre population comprenne qu'elle est manipulée, mais de la manière, pour moi, d'une manière que je trouve malhonnête. Alors, en droit, le droit évolue. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la faculté et à l'université, on enseigne l'histoire du droit, comment les concepts naissent, les concepts juridiques, comment les notions évoluent, l'idée par exemple du droit de propriété et ses démembrements, l'idée et du coup qui va déboucher sur la location, l'idée de la propriété d'un homme sur un bien, d'un homme sur un autre homme, ça c'est l'esclavage, et finalement on va se rendre compte que cette matière qui est à mi-chemin entre l'histoire et le droit, qu'on appelle l'histoire du droit, explique beaucoup de choses. Bon. Aujourd'hui, on essaie, et souvent, on essaie pour se défendre face à tel ou tel événement qui accuse. Ce sont les événements qui accusent, ce n'est pas forcément les gens. Pour se défendre, on essaie de dire, quand on porte des jugements sur un personnage historique, on dit il faut regarder à l'époque quelle était la mentalité à l'époque. Contextualiser, oui. Contextualiser. Et il se trouve que, par exemple, sur la notion
de réparation que Louis Salamoulins, que l'on connaît pour ses travaux sur le Code noir, et qui a mis à jour pour le monde cette barbarie, a ressorti l'ensemble des écrits des hommes de l'époque qui ne parlaient pas simplement du fait que l'esclavage et la traite, c'était pas bien. Ils disaient ça. Mais ils disaient également, et notamment des hommes d'église, comme Epiphane de Moiran, qui disait longtemps avant Schellcher, avant que Schellcher ait fait son décret, qu'il fallait réparer le crime, que la réparation était due aux victimes, à leurs descendants, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, aux enfants de leurs petits-enfants, bien etc., sûr. Jusqu'à ce qu'on ait réparé. Oui, totalement, bien sûr. Et ça donne l'idée de l'imprescriptibilité, ça donne l'idée de la réparation, ça explique à quel point le discours sur la contextualisation, il faut se remettre dans les mentalités de l'époque. C'est un discours vain, oui, complètement opportuniste. Et finalement, il est intéressant parce que, oui, mettons-nous dans la mentalité de l'époque. À l'époque, il parlait déjà de réparation. À l'époque, il savait qu'on nous devait réparation. Et que ce qu'il tout faisait le travail crime, historique à partir de Schellcher a consisté à essayer de détruire ce qui existait déjà dans la pensée. C'est notre droit à réparation. Et qu'aujourd'hui, des Martiniquais viennent dire nèg van nèg, premièrement, ce qui est faux. Deuxièmement, qui disent moi je suis contre la réparation, en tout cas je veux pas d'argent. C'est pas ça la question. La question c'est un préjudice a été causé. Ce préjudice que la loi reconnaît. Ce préjudice se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il faut premièrement mettre un terme à l'effraction et deuxièmement commencer à penser les réparations. Mais je ne sais pas. J'ai tendance, c'est vrai, à défendre les gens. Je ne sais pas si c'est pas plus par ignorance, justement parce qu'on a montré du doigt le système d'éducation nationale, le système négationniste de l'éducation. Je crois sincèrement qu'il y a une grosse part de construction dans l'ignorance qui fait que des personnes que l'on place dans la liste des élites sont en fait les derniers de la classe du vrai savoir. Et baignent dans cette ignorance-là avec une bonne foi qu'on peut leur accorder parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Un exemple. Il y a eu, alors je ne vais pas parler du déboulonnage des statues, je vais parler de la dégradation de l'église des Trois-Îlets. L'église des Trois-Îlets a été saccagée, a été dégradée, enfin l'entrée, l'extérieur, au niveau de 2 plaques, dont l'une, bien sûr, était consacrée à Joséphine. J'en discutais donc avec des amis et ils me disaient, tu te rends compte, c'est un monument historique, on ne doit pas s'attaquer à un monument historique, au-delà de la question de la religion, au-delà de la question de l'esclavage ou de la réparation, c'est un patrimoine commun et on ne doit pas... Et j'étais assez d'accord avec l'idée, effectivement, que les statues, l'église, tout ça, c'est notre patrimoine, d'accord? Mais je leur disais, attention, à côté du fait qu'il y a un patrimoine à sauvegarder, il y a un discours, une apologie du crime contre l'humanité qui est interdite par la loi. Mais cette histoire de patrimoine, maître, moi je ne la comprends pas. Non, mais je réponds à ça. Des vieilles pierres, c'est rentré dans... ce sont des vieilles pierres et on peut accepter l'idée que plus c'est vieux, plus ça... Non, il n'y a pas que les pierres. Il n'y a pas que les pierres, c'est surtout les personnes qui habitaient là. Là, c'est une église. Non, mais peu importe où qu'il a pratiqué, tout ce que nous avons comme patrimoine à la Martinique concerne la société coloniale et les colons. Mais ne fait pas nécessairement, je dirais, l'apologie. Quand on passe devant des vieilles ruines, et puis qu'on passe devant,
on n'a pas le Non, mais sentiment d'une apologie non, du mais crime contre l'humanité. on a demandé qu'on nous explique où sont les ancêtres africains enterrés. Personne ne fait de fouilles à ce niveau-là. On a demandé qu'on mette des stèles sur les plantations, etc. Personne ne juge bon de le faire. Et quand il y a les journées du patrimoine, on envoie les gens. Et les gens sont construits dans l'idée que ça, c'est leur patrimoine. Mais ils ne sont pas présents, ils ne sont pas représentés par ces vieilles pierres. Voilà. Ou par, ils n'ont pas, nous, on travaille sur la mémoire aussi. Elle est où, la mémoire des descendants d'esclaves ou d'esclavagés qui ont envie de comprendre, même en allant sur une plantation, chanter, danser, faire des gens chanter Noël ou tout ce qu'on veut, on est peut-être en train de marcher sur des ancêtres dont on ignore tout parce que malgré tout ce, soi-disant les bonnes volontés qu'on a, on ne voit aucun financement arriver pour chercher les cimetières d'esclaves. Il y en a 2 ou 3 qu'on a découverts par accident, mais je veux dire, toute la Martinique était couverte de plantations. Donc sur la question du patrimoine, ce mot-là, je n'ai pas l'impression que les Martiniquais afrodescendants, qui sont d'ailleurs les constructeurs de ce pays en majorité, je ne vois pas en quoi ils ont à revendiquer, quel patrimoine ils ont à revendiquer. Ils ne sont nulle part. Alors, justement, sur la question, ils ne sont nulle part. Dans ma discussion donc, avec mes amis, je leur faisais remarquer que l'église des Trois-Îlets, comme plusieurs églises en Martinique, Oui. est une église un peu spéciale. C'est que c'est un cimetière de béquets. Il y a des béquets. C'est un patrimoine, c'est pour ça que c'est un patrimoine. Voilà. Il y a des béquets qui sont enterrés dans les églises en Martinique. Oui, dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que l'église catholique en Martinique avait des esclaves, pratiquait l'esclavage, cautionnait, mais même pas cautionnait, faisait partie du système esclavagiste. En tant qu'auteur, en tant qu'acteur, en tant que criminel. Mais vous avez un collectif, vous avez là un collectif qui sort une brochure pour vous dire que c'est pas vrai, que l'Église catholique n'a pas participé à l'esclavage. Alors moi je discutais donc et je disais mais alors donc il y a beaucoup de béquets enterrés dans des esclaves, dans des églises. Et combien d'Africains réduits en esclavage sont enterrés dans des églises? On me disait aucun. Et on était en train de confronter nos idées, on allait jusqu'au bout du truc, on disait donc ça veut dire qu'on a réussi le tour de force, non seulement de déspiritualiser des Africains qui avaient leur spiritualité, de les convertir de force par la violence et par la force au christianisme, et dans leur rapport à Dieu, les forcer à aller dans des lieux d'autant plus diaboliques, si j'ose dire, que le cimetière d'un criminel, de quelqu'un qui, alors selon la religion catholique... C'est un trophée, ça devient un trophée. C'est même pas ça, c'est que sur le plan spirituel, on se disait, quelqu'un qui commet un crime contre l'humanité, comme l'esclavage, comme la déportation, comme les viols, les actes de torture et de barbarie, c'est quelqu'un qui, pour n'importe quel catholique, c'est incontestable, est rempli de démons. Bon, donc vous prenez un corps d'une personne remplie de démons, vous l'enterrez dans une église, est-ce que ça ne devient pas... Est-ce que ça ne devient pas le temple des démons? Ça devient... Enfin, et donc, vous faites des gens qui ont été victimes de ces démons-là, vous les faites aller s'agenouiller dans le temple des démons. Et ce serait leur patrimoine. Bon. Donc, il y a plein d'aberrations. Donc, dans la relation que nous, Africains, devons avoir avec ces lieux-là, il faut les fuir. Il faut les fuir. Donc, quand les gens vous disent c'est un patrimoine, il ne faut pas y toucher, vous avez cette réaction-là pour la statue de Schellcher qui a été déboulonnée ou en tout cas jetée, mis à bas. Vous avez un tas de phénomènes comme ça qui font que les Martiniquais qu'on a habitués à s'évacuer d'eux-mêmes
ils ne sont nulle part. Et quand ils réfléchissent sur eux, on n'a pas l'impression qu'ils comprennent que ce qu'ils regardent ne les concerne pas. C'est à nous parce qu'on nous a dit que c'est un patrimoine. Mais moi, en dehors de ça, ça peut être faire l'objet d'un autre débat. Moi, j'aimerais qu'on reste sur ce débat de personnes qui sont des afrodescendants ou qui sont des personnes de la société, entre guillemets, civile, parce que ça n'a pas trop de sens de parler société civile, qui viennent tenir les propos qu'ils tiennent dans la société. Donc, pour moi, j'ai fait une analyse à partir des outils que j'ai en sciences humaines. Cette façon, cette sorte d'ardeur à défendre les descendants de colons dont on nous dit qu'on serait jaloux. Je l'ai entendu de la bouche de M. Monplaisir et j'ai entendu M. Lordino déclarer que qu'est-ce que c'est, pourquoi on vient aujourd'hui faire du cinéma avec ces histoires de Noirs qui en sont victimes. Ce sont des Noirs qui ont vendu des Noirs, donc on n'a qu'à la fermer. La preuve, il aurait vu quelqu'un de je ne sais quel pays, un Africain, aller demander pardon aux descendants d'Africains, je crois aux États-Unis, et s'agenouiller devant les gens pour dire, voyez la preuve qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait, ils ont commis le crime de vendre leurs enfants, enfin leurs ancêtres. Et à partir de là, sur la base d'un argumentaire qui est totalement une imposture, on va prouver que les Africains reconnaissent, mais je me suis dit en même temps qu'il déclarait ça, eh bien, il aurait pu dire au moins les nègres reconnaissent le crime et ils demandent pardon. Mais la communauté qui vit avec nous aujourd'hui en apartheid, loin de tout, malgré ces gens chevronnés qui la défendent à corps et à cri, elle n'a pas décidé de se mêler à nous, elle ne vient pas prendre notre défense quand nous sommes dans la merde, elle ne protège que ses intérêts et il y a beaucoup de gens qui protègent ses intérêts. Donc moi, je voulais vous montrer. Pour moi, en sciences humaines, il y a deux choses qu'on peut dire. Ces personnes-là ont un groupe de référence qui n'est pas le groupe d'appartenance, quelles que soient les personnes qui étaient sur les plateaux de télé qui ont tenu ces propos-là, c'est-à-dire ces gens-là sont dans un groupe, mettons, qui sont des afro-descendants, et le groupe qu'ils protègent, qu'ils défendent et qui les inspire, duquel ils ont envie de faire partie, peut-être de manière très symbolique, c'est ce qu'on appelle en sociologie un groupe de référence. Donc moi, c'est ce que j'entends quand j'écoute ces personnes. Et j'entends une deuxième chose, j'entends un discours de ce qu'on appelle aussi en sociologie un larbin. Une personne qui défend absolument des maîtres. Et j'aurais aimé, j'ai pris une petite vidéo sur Internet pour que vous voyez les grands traits de ce qu'on appelle un larbin, pour que nous soyons vous-même, chers téléspectateurs, que vous soyez vigilants. Quand on vous insulte comme ça, que ce soit des personnes de chez vous-même ou d'ailleurs, ne faites pas comme si, bien sûr, vous êtes blessé, mais ne faites pas comme si c'est normal ou que, oui, monsieur Dizafei, quittez Dizafei. Non, aujourd'hui, nous avons le droit, vous avez le devoir d'exiger d'être respectés, surtout par vos élus qui viennent solliciter vos suffrages quand ils ont besoin de faire leur carrière politique. Vous n'avez plus le droit de vous laisser insulter de cette façon-là. Donc, je voudrais que on nous mette à la technique, on nous montre on nous passe cette petite vidéo qui dure 6 minutes. C'est la figure du larbin. Voilà. Est-ce qu'à la technique on l'a? Le syndrome du larbin. Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il invoque inlassablement n'ont pas servi à forger sa conviction.
Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal, alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune, même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent qui lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche, qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il ne l'aurait lui-même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou encore l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition. Deux théories principales s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome, la thèse génétique et la pathologie mentale. Après des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leurs maîtres. La transmission génétique des caractères aurait favorisé la sélection d'une souche vivace de larbins domestiques au profit d'une nouvelle espèce de primate, l'Homo larbinus. Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait similaire à la sélection des chiens et des chevaux, mais directement appliqué à l'homme. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte, lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés. Incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ses messages distillent la peur et les intimidations dont il est l'objet. En réaction, le larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu'il essaye de glisser dans son discours, tels que communisme, bolchevisme, tirage vers le bas, la Stasi, Corée du Nord, isolement, dictature socialiste, évasion fiscale, paupérisation, millions de morts. Les quelques messages qui suivent portent la quasi-signature littéraire d'un larbin digne de ce nom. Les riches, il faut les bichonner, les câliner, si on les spolie trop, ils s'installeront ailleurs. Le bolchevisme, non merci, les Russes ont essayé en 17. Comme en Corée du Nord ou au Zimbabwe. La fortune de Bill Gates, ça fait 3 pizzas par africain et après on fait quoi? Si les riches disparaissent, on pourra plus leur vendre des produits de luxe. Ma patronne paye trop de charges. Les parachutes dorés, c'est une compensation pour dissuader de saboter davantage l'entreprise. Divisé par le nombre de salariés, ça fait beaucoup moins que dans une seule poche. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement, comme on pourrait le penser, il affecte une large fourchette de la population, sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Les larbins sévissent en masse sur les forums d'économie dont l'étude de ces disciplines semble en aggraver les symptômes. Le paysage politique avec l'élection d'un président au service des plutocrates révèle un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l'homme. La situation est grave, mais peut-être pas complètement désespérée, et les symptômes ne cessent d'évoluer au fil de l'actualité. Aussi, aidez-nous à maintenir et à diffuser ce document pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. Pour la santé publique. Voilà, merci à la technique. Vous avez vu, ce n'est pas de moi.
Hein? Je n'ai pas inventé ça, mais il y a beaucoup de choses qui nous parlent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Jamani? Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, magnifique, et surtout avec tout le parallèle. J'ai eu l'impression que ce discours sur le larbinisme, qui n'était pas fait à partir de nous, qui n'est pas fait pour nous, s'appliquait totalement, notamment au discours, qui consistait à dire attention, il ne faut pas dire du mal des béquets parce qu'ils sont les chefs d'entreprise et s'ils s'en vont, on les remplacera, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que puisqu'il y a une dimension un peu universelle. On retrouve cette figure-là un peu partout. C'est aussi, j'ai choisi cette petite vidéo pour dire aux gens que souvent nous sommes dans un enfermement, dans un entre-soi qui est malsain. Nous avons l'impression que notre univers s'arrête entre Béthier et Nègre, alors que c'est une réalité humaine de la domination, des personnes qui aident la domination à se maintenir et à se transmettre, et puis des personnes qui aident de manière très inégalitaire les plus favorisés à qui les défendent et à se protéger. Et sur cette base-là, je vous conseille très vivement, voyez, ce ne sont que des sociologues que je vous conseille, François Dubet, qui a écrit un petit livre très intéressant qui s'appelle « Le temps des passions tristes ». Et notre population qu'on veut présenter comme étant, et je le dis pour monsieur mon plaisir, comme une population riche et jalouse et envieuse du bien des autres. Et je rappelle que le bien des autres est quand même un peu beaucoup l'accumulation d'un capital qui a opéré sur la base du travail gratuit, qui a opéré pendant plus de 2 siècles et demi chez nous, n'est-ce pas? Chef d'entreprise que vous êtes, vous devez comprendre, pouvoir faire cette équation-là. Eh bien, notre population, elle est plutôt, puisque je ne sais pas comment vous connaissez le terrain, elle est plutôt dans la question du mépris et du manque de respect qu'on lui porte. Je vais vous lire un tout petit extrait. Honte, humiliation, colère, résignation. Si l'on ne peut décrire toute la palette des sentiments provoqués par les inégalités, parce que c'est de cela qu'il est question, il est possible d'évoquer les émotions qui caractérisent l'individualisation des inégalités. La première d'entre elles est l'omniprésence du sentiment de mépris, l'impression d'être invisible ou de ne pas être vu pour ce que l'on est. Donc quand on défend dans un pays soi-disant multiracial ou tout ce qu'on veut, une seule composante, et qu'on est prête à piler les autres parce qu'il faut protéger celles qu'on a choisi de protéger, eh bien on est dans beaucoup d'injustices symboliques et d'inégalités qui viennent s'ajouter, une égalité de traitement qui vient s'ajouter aux inégalités économiques et tout ce que vous voulez. Contre le mépris, le respect devient la valeur centrale pour notre peuple. Il ne s'agit pas seulement du respect dû à son rang, à sa classe ou à sa profession, ni du respect traditionnel des codes de l'honneur. Les acteurs en appellent au respect démocratique dû à chacun au nom de sa singularité, de son égalité. Et comme on leur a dit, comme on leur a vendu la République égalitaire, la République démocratique et puis tout ce qu'on veut, les gens attendent qu'on les traite sur un plan d'égalité et qu'ils soient jugés pour ce qu'ils sont et non pas pour leur race, et qu'on ne vienne pas leur raconter qu'il y a 500 ans, leurs ancêtres les ont vendus, et c'est ça qui générerait les problématiques dans lesquelles nous sommes. Nous sommes dans un entre-soi, entre des groupes qui vivent sur le même terrain et qui ont vécu dans la situation de maîtres et d'esclaves et d'esclavagés. Et cette situation-là, elle n'a jamais été traitée. On est passé d'un système à un autre, d'un régime à un autre, d'un nom à un autre, sans jamais traiter le problème de fond. Alors, je vous conseille donc que vous compreniez un peu mieux votre population, qui n'est pas dans des problèmes, autant dans les problèmes raciaux que vous, ou comme vous le croyez, mais qui est dans cette problématique-là. Deuxièmement, je vous rappelle, la question de la haine de soi, c'est ce qu'on distingue chez les gens qui ont véritablement pris qui prennent le parti d'un groupe aux dépens de leur propre groupe, et qui, par la façon qu'ils ont de le faire, manifestent ce qu'on appelle une certaine haine de soi. Donc je vous conseille
très vivement. Ce livre-là de Théodore Lessing, L-E-2-S-I-N-G, est un livre qui parle bien sûr de la haine de soi des Juifs, mais vous allez vous retrouver les nôtres, notre élite aussi, qui crache sur elle-même et sur les siens, qui a comme groupe d'appartenance un groupe qui n'est pas le groupe qu'il aime forcément, et qui est dans les préférences pour son groupe de référence. Donc, je vous conseille cette lecture-là pour comprendre ce que signifie la haine de soi et comment on peut justement la traiter quand on se rend compte, quand on a assez de temps pour se regarder de manière réflexive, avoir mené des réflexions sur soi-même et comprendre que ce qu'on fait n'est pas acceptable parce que il y a des groupes que vous protégez, il y a des choses que vous dites sur un groupe ou à un groupe ou pour un groupe ou en direction d'un groupe que vous n'oseriez jamais dire à un autre groupe. Donc c'est là qu'on peut analyser le discours, justement, dans une analyse du discours, vous montrer en quoi vous êtes dans des préférences affichées et donc un esprit d'injustice que votre rôle d'élite et d'élu ne vous autorise pas à avoir quand vous parlez à tout un peuple qui est multiracial. Qu'on le veuille ou non, je sais qu'on veut la paix sociale, qu'on veut gommer les couleurs et les cheveux et tout ce qu'on veut, mais on le fait toujours de façon à favoriser un seul des groupes. Pour ceux aussi qui s'intéressent donc à la dimension sociologique de ces problématiques, je vous conseille Dominique Schnapper, c'est la fille de Raymond Aron, tous les deux sociologues, et elle explique ce que c'est qu'une société plurale, comme la nôtre, c'est-à-dire une société multiraciale. Et vous allez retrouver beaucoup, elle n'a pas parlé de la Martinique, elle parle d'un système en général, et les sociétés dans lesquelles nous sommes, qui n'ont pas traité des problèmes raciaux, puisque la France ne traite pas, elle est une république, elle ne veut pas connaître de ces problèmes-là. Eh bien, vous allez trouver donc beaucoup d'explications qui vont vous permettre de prendre de la distance, de rationaliser ces problématiques et de comprendre surtout que quand on a vécu 350 ans sous un régime esclavagiste, avec les maîtres d'un côté, les esclavagés de l'autre, on n'efface pas parce qu'on décide de donner un autre nom à la région, au pays, au département, à tout ce que vous voulez, on n'efface pas 350 ans d'histoire, surtout de cette histoire violente et inégalitaire et criminelle dans beaucoup de ces aspects. Donc voilà, pour parler de ces choses-là, nous aimerions pouvoir rationaliser nos discours. Nous aimerions voir nos élites présenter des postures de gens sachant, connaissant et prenant des pincettes quand ils vont parler de chacun des groupes et non pas pour l'un seul des groupes. Parce que ça, c'est cela qui crée ce qu'on appelle qui donne le sentiment de ne pas être respecté et d'être méprisé. Et c'est cela qui crée la colère du peuple que vous allez lui reprocher après, sous des formes un petit peu quand même paradoxales, en l'accusant d'être jaloux du bien des autres. Mais non, on est dans une société démocratique ou non, et alors on décide qu'on partage des richesses collectivement produites et on décide qu'il y a des abus dans les demandes de certaines composantes. On est des citoyens ou on ne l'est pas. À quel moment sortons-nous de la question de la racisation de cette société qui nous empêche de traiter des problèmes sociaux? Et là, j'aimerais que vous compreniez que je suis en train de vous parler en sociologue. Et j'aimerais que les sociologues aussi, qui ont ce discours, puissent le répandre autour de soi pour qu'on sorte des questions de racisation que j'ai traitées déjà dans un livre qui est paru en 2002 et qui s'appelle « La racisation de la société, de notre société ». Voilà. Maître, dites-nous un peu. Je vais vous laisser la dernière partie de l'émission. Non, mais au contraire, j'aime bien écouter. Moi, ce que ça m'évoque surtout, c'est le travail formidable qu'a fait un groupe de personnes, j'en étais également, mais un peu plus distant, un groupe de personnes pour essayer de créer, de provoquer, de fabriquer de l'estime de soi. Absolument. On se souvient, il y a un an de cela, un peu plus, de la semaine, la CADIPA, la semaine des personnes... personnes d'ascendance africaine qui s'inscrivaient dans la décennie, puisqu'on a tendance à oublier que nous sommes dans la décennie, on est au milieu là, ça finit en 2024. Mais que la société n'a toujours pas pris en charge. On n'a toujours pas... Absolument.
pourquoi on n'a pas compris qu'on est dans la décennie des personnes enceintes. Notre lutte ne veut pas. Pourquoi et c'est vrai que le discours qui est tenu sur la racisation de la société s'oppose quelque part au discours qui est tenu par la République sur le fait qu'il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race, donc il n'y a plus de racisme. Une fois qu'on a effacé la race, effectivement, sur le plan scientifique, sur le plan génétique, il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais sur le plan sociologique et même ethnique, ethnologique, il y a évidemment une construction sociale et sociétale autour des divisions qui, comme par hasard, globalement, épousent les divisions sociales et économiques. Et de classe. Et les divisions de classe. Donc, ce n'est pas être marxiste que de rappeler ça, que de dire, oui, ben, y a un rapport de classe qui pose les mêmes problématiques face à l'accaparement des richesses, à l'absence de partage. Et à la difficile entrée dans une vraie citoyenneté. Voilà. Puisqu'on est on est plural dans la société, mais chaque composante doit se sentir respectée de la même façon, protégée de la même façon, ayant des droits égaux devant la justice. Or, on est toujours en train de dire, oui, il y a 2 poids, 2 mesures. On a une justice qu'on appelle d'ailleurs une justice coloniale, une justice pour les uns, pour les autres. Non, comment voulez-vous fonctionner avec autant d'inégalités? Sauf que là, il faut faire un peu de politique. Voilà. Hélas. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait. Absolument. Non pas par nos élites, mais par nos élus. Je préfère plus les appeler élus que élites. Ce choix, il est simple. Hein. Est-ce qu'ils veulent être les représentants des Martiniquais ou les représentants de la France? Nos élus sont les élus de la France. Tant qu'on va rester dans une France raciste, ben, on sera victime du racisme français. Et je trouve très, à la fois amusant, pathétique, voire parfois pitoyable, les efforts qui sont faits par des personnes de bonne volonté, qui se disent antiracistes et qui font tout pour essayer de soigner le racisme de la France, de soigner la France de son racisme, ou je ne sais pas comment dire ça, mais enfin d'aider la France à sortir du racisme. Non, de l'aider à fabuler sur elle-même. Bon, mais je m'en moque vraiment que la France soit meilleure. Ce qui m'intéresse, c'est que la Martinique ne continue pas sa lente agonie du fait de l'écrasement, de la domination par la France. Si la France n'est pas capable de comprendre qu'elle est en train de nous tuer, pourquoi des gens s'évertuent à le lui expliquer? Il faut sortir de nos coups de leurs genoux et ne pas rester là en espérant que un éclair d'humanité va éveiller la conscience française. Il n'y a pas de conscience française. Et d'ailleurs, quand non, il y a des intérêts. De Gaulle nous l'a dit. Il y a des intérêts français. Quand Macron, la France a des intérêts. Voilà, quand Macron a dit qu'il ne déboulonnera aucune statue, et que certains lui ont dit, pas même celle de Colbert, le père du Code Noir, bon, ben, les choses sont dites. La France assume son racisme, son passé colonial, son passé raciste colonial, voilà, et son présent raciste qui fait l'apologie du racisme. C'est très bien, c'est leur vie, c'est leur histoire, c'est leur présent, c'est même peut-être leur futur. C'est leur pays, leur système. Mais c'est pas nous, et il faut que nos élus, plus que nos élites, que ceux qui prétendent nous représenter, mais qui représentent, fassent le choix de dire... On a une élite aussi qui véhicule cette idée. Moi, j'aimerais savoir. Des historiens, des gens comme ça. Non. Moi, j'aimerais savoir si demain, en l'état actuel de la société martiniquaise, si demain, on décide, peut-être même à l'endroit où il y a eu la statue de Schellcher, de mettre la statue de Colbert. Quelle sera la réaction de ces élus martiniquais?
J'aimerais savoir, notamment ceux qui ont condamné le déboulonnage. Si on leur dit, ouais, effectivement, ça mérite une statue, mais on va pas remettre celle de Schellcher, puisqu'ils veulent pas. On va mettre celle de Colbert, qui est à l'identique de celle qui est devant l'Assemblée nationale. Quelle sera leur réaction? Mais s'ils véhiculent le discours qu'on entend en France, que le Code noir a été un progrès dans l'esclavage, dans la structuration de l'esclavage, des relations entre maîtres et esclavagés, c'est possible que les gens conçoivent que c'est bien, c'est un progrès, puisque c'est ce que disent beaucoup d'élus en France. Hein. Ah, moi, je ne suis pas surpris que Julien Dray, qui est quand même, on va dire, un éléphanto socialiste, mais c'est pas le seul, mais qui représente bien la pensée socialiste. Absolument. Ça, je pense pouvoir l'affirmer. Je le dis souvent, parmi les plus grands racistes, il y a les socialistes. Alors qu'il se parle de toutes les vertus. C'est pas un paradoxe. C'est pas du tout un paradoxe. Pour nous, c'est un paradoxe. Mais en réalité, non. Ils sont pétris à l'idée de Victor Hugo, qui était un raciste, et même s'il a écrit des textes en créole haïtien, à l'idée de Jules Ferry, qui était un raciste, qui était un suprémaciste. C'est-à-dire que les piliers de la pensée socialiste française sont racistes. Et je ne vais pas dire négrophobe, ça ne veut rien dire. Non, on est dans un système. Je veux dire raciste. On est dans tout un simplement. système raciste. Et les gens le sont. C'est pour ça que je dis c'est la culture qu'il faut interroger et tout le système. Quand on va prendre des individus comme ça, épars, et puis dire oui, on reproche à Victor Hugo, et puis tout de suite après, il faudra reprocher à Jules Ferry, à un tel, à un tel. Non, c'est pour cela que c'est une vision systémique qu'il nous faut avoir et qu'il faut essayer d'analyser. Le socle de la culture coloniale, qui est encore sur laquelle s'est construite d'ailleurs la République, est un socle. D'ailleurs, il y a un livre comme ça, je n'ai pas gardé le nom de l'auteur. Je sais qu'il y a Nelly Schmidt qui a analysé cette idée de république à la fois et de racialisme en même temps. Et il y a un livre qui s'appelle La République raciale. Je ne sais pas si ça n'est pas Nelly Schmidt, mais il y a des ouvrages qui analysent ces paradoxes et il faut le comprendre. Donc, à mon avis, c'est perdre du temps que de s'attaquer à des individus. C'est la société, la culture, le système français qui est construit sur ce racisme. Regardez aujourd'hui, le pays qui a le plus de colonies dans le monde et qui fait ce que vous savez, on se plaint tous de génocide, etc., eh bien, ça reste la France. Et elle ne veut pas en parler. Là, elle vient de faire un remaniement ministériel et tous ceux des colonies qui attendaient enfin une petite reconnaissance, eh bien, je pense qu'ils sont revenus de leurs illusions. Mais enfin, vous voyez, c'est très important qu'on sache de quoi on parle et comment on en parle. La question de prendre des gens comme ça au compte-gouttes pour dire oui, celui-là, on va le bannir, etc. Non, c'est toute une société qui doit avoir le courage de se regarder et vouloir changer si elle décide. Moi, je ne sais pas si la France décide de remettre en question le racialisme qui est au fondement de son existence aussi. Je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Elle a la prétention d'être l'une des plus grandes puissances mondiales et elle y tient beaucoup. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de militants panafricains qui rappellent que la France notamment Nathalie Yamb, qui rappelle que la France n'est grande que parce qu'elle est sur les épaules de l'Afrique. Il est évident pour beaucoup d'observateurs que la France n'aurait pas cette position-là dans le G8, même dans le G20, si elle ne pillait pas l'Afrique. Bon. Le problème, c'est que le prolétariat français et la grande masse des Martiniquais n'ont pas conscience que à chaque fois qu'une lampe s'allume, qu'une voiture circule, qu'une énergie est dépensée, qu'une richesse leur apparaît sous les yeux, ils n'ont pas conscience que c'est une vie d'Africains qui est abîmée, voire détruite. Voilà. Ils n'ont pas conscience que, par exemple, la France vit sur 70% d'électricité produite émanant du nucléaire. Bon. Eh bien, s'il n'y avait pas des enfants
dans les mines, s'il n'y avait pas En Afrique, sur le des gens continent. qui mourraient au Niger pour l'extraction d'une richesse qui n'allait jamais profiter à leur pays, ben, les gens n'ont pas conscience que c'est ça. Que c'est grâce au meurtre, à l'assassinat d'une partie de la population africaine que nous avons notre niveau de vie. Aujourd'hui, et c'est extraordinaire, il y a des pays dont on vole le pétrole, d'accord? Et nous, ici en Martinique, on se casse une jambe quelque part, il y a un hélicoptère qui vient nous chercher, qui nous emmène à la MENA. C'est un luxe que ne peuvent pas se payer des pays africains qui ont du pétrole. Il faut ouvrir les yeux sur le fait que nous avons une non, mais c'est pas parce que vous avez responsabilité. C'est pas parce que vous avez les richesses. Je suis un hélicoptère qui vient chercher les Martiniquais qui se cassent les jambes. Mais non, mais concrètement, on a un niveau de vie, certes artificiel. C'est un potentiel qui est là. Mais beaucoup de gens ne bénéficient pas de ce potentiel. Il ne faut pas non plus rêver, laisser croire aux gens que... D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait trop souvent. C'est bien que quand les gens voient que potentiellement, oui, il y a ces promesses de la République, de ceci, de cela... Et puis quand ils vont revendiquer ces potentiels, eh bien on voit qu'ils sont plutôt accordés à certains qu'à d'autres. D'ailleurs, on l'a au quotidien. Ces inégalités sont là aussi. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on comprenne, à mon avis, c'est une perte de temps que de continuer à poser les problèmes individuels. Nous sommes dans l'obligation de comprendre de manière systémique ce qui nous arrive. Autrement, on n'en sortira jamais. Vous avez vu, tous les jours, vous allez trouver un petit raciste qui va sortir un gros mot et vous allez courir après, comme après des ravets que vous voulez, des cafards que vous voulez éliminer. Vous croyez que vous allez passer votre vie à essayer d'éliminer un cafard par-ci, un par-là, parce qu'il aura dit des choses qui vous auront blessé? Non, c'est un système. Donc, il faut apprendre à analyser, à observer, à regarder la réalité, justement, sur le plan sociologique. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est qu'un système? Pourquoi est-ce que les gens qui l'ont créé et qui dominent arrivent à faire que vous n'êtes jamais vous êtes toujours sur un éjectable, peu importe d'ailleurs. Regardez ceux qu'on éjecte du gouvernement, qui sont des alibis, qui avaient pour spécificité d'avoir la peau noire. Et bien ces gens-là, vous voyez, une fois qu'ils sont sortis du gouvernement ou des institutions, eh bien on met à la place des gens de la bonne France, ceux qui font plaisir aux Français, ceux que les Français veulent voir. Regardez, lisez un peu ce qui a été produit, commis, dit, raconté sur Sibeth Ndiaye, qui est vraiment l'une des plus grandes aliénées que nous ayons eues au gouvernement. Et pourtant, regardez comment elle a pris sur elle. Elle a encaissé tous les coups pour protéger son président. Et regardez ce que le peuple français de la base produit sur elle. C'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Et nous allons passer notre vie à regarder comment on nous crache dessus, comment ci, comment ça. Non, c'est systémique et il faut le traiter. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que de la même façon qu'on demande aux ados, quand ils ont grandi, de prendre leur maison, il faut que vous compreniez que vous aussi, vous ne pouvez pas habiter dans la maison de quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous fait pas de place et qui est dans le prendre et non pas dans le donner. Ce que vous croyez être un don, les acquis sociaux, etc., c'est combien des vôtres sont morts pour que vous ayez ces acquis-là. Aujourd'hui, vous en profitez et vous croyez que la France, généreusement, vous les a accordés. Vous les avez eus parfois des siècles après les Français, ou bien des 50 ans après les Français. Donc pourquoi est-ce que vous croyez que tout cela, c'est une manne que la France dépense pour vous? La France prend, elle gagne à tous les niveaux. Donc c'est pas... nous avons compris ça. Aujourd'hui, on parle d'un système, et si on veut comprendre comment il fonctionne, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et il faut qu'on arrête d'individualiser les gens et les problèmes, et qu'on parle de manière systémique des problématiques qui nous empêchent justement d'avancer et qui font que ce sont toujours les mêmes qui connaissent, qui ramassent les retombées les plus importantes du système. Parce que c'est un système, justement. S'il s'agissait d'individus, on n'aurait eu que d'individus. On aurait eu, bien sûr, on le voit chez nous, hein, ceux qui profitent, qui défendent beaucoup le système, sont ceux-là qui ramassent pour eux seulement les grosses, j'allais dire les grosses miettes, mais
systémiquement, nous sommes dans la gadoue. Il faut qu'on le reconnaisse. Voilà. Et justement, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose finalement qui a changé depuis le système esclavagiste. C'est-à-dire qu'on avait cette dichotomie entre Africains, des gens de couleur libre, qui ont toujours existé à un moment ou à un autre, Absolument. et des Africains réduits en esclavage. Et l'aspiration des gens de couleur libre était l'égalité des droits avec les Blancs. Absolument. Alors que l'aspiration des Africains réduits en C'est esclavage, d'être libre. c'était la liberté. C'était d'être libre. Ils ne cherchaient pas l'égalité, ils cherchaient la liberté, qui est plus forte que l'égalité, si j'ose dire. Après la soi-disant abolition, qui en soi est un dépoussiérage, une modernisation de l'esclavage, on s'est retrouvé toujours avec cette dichotomie entre ceux qui veulent la liberté et ceux qui veulent l'égalité par assimilation. Et ils se sont trouvés, parce qu'ils étaient juste au-dessus socialement des Africains réduits en esclavage, ils se sont trouvés à être leur modèle. Et finalement, on se retrouve avec une grande masse, une grande majorité de gens qui sont dans l'idée de l'assimilation. Et Césaire a été l'un des plus bels instruments de l'assimilation, donc de l'acculturation. Alors qu'il était le chantre de la culture, il a été le meilleur agent de l'acculturation. C'est un paradoxe de l'histoire, Absolument. mais c'est la réalité quand même que nous vivons actuellement. Et aujourd'hui, on aspire toujours et constamment à l'égalité. On réclame l'égalité. Et Réel aujourd'hui. Et voilà. Et il a fallu qu'après s'être incliné devant le tombeau de Jules Ferry à son arrivée au pouvoir, François Hollande nous ponde une loi sur l'égalité réelle. Et c'est quand même extraordinaire que passé 2000 et quelques, passé 2016, on se retrouve à rêver d'égalité réelle. Et je donne un exemple d'inégalité réelle, celle-là, mais qui masque quelque part, enfin non, qui révèle le racisme structurel dont on parle. En France, quand on gagne un peu plus de 1 000 €, on est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. À moins de 1 060 ou 1 100 €, on est en dessous du seuil de pauvreté. En Martinique, la vie est chère. On a même parlé des 40% de vie chère, une prime donnée parce que la vie est chère. Donc, si on appliquait ce taux de 40%, ou même 10 ou 20%, je ne sais pas, mais le seuil de pauvreté réel devrait être fixé à 1 300 ou 1 400 €. Tout à fait. Il a été fixé par l'INSEE, appliqué à l'IEDOM, à 600 et quelques euros, moins de 700 €. Pourquoi, d'après vous? Alors que c'est juste un élément, un outil statistique. Eh bien, tout simplement parce que, premièrement, on n'est pas en France ici. Premièrement. De temps en temps, on est en France. Voilà, mais clairement, là, on n'est pas en France. Bien sûr. Moi, ça ne me dérange pas que la France dise et nous montre par ses outils statistiques qu'elle n'est pas. Mais surtout, ça voudrait dire que l'on cache aux yeux du monde et des Martiniquais le fait que plus de 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et du coup, ça dispense ceux qui devraient le faire de mettre en place les politiques. Je ne vais pas dire de rattrapage, ni de rééquilibrage, mais de partage des richesses pour qu'on n'ait pas 80% de gens en dessous du seuil de pauvreté. Et ça c'est la France. Ce racisme-là, au travers d'outils neutres, d'outils statistiques qui n'ont rien de propagandiste pour telle ou telle idée. Voilà. La France cache son racisme au très fond de ses outils. Mais M. Aliker disait,
quand il discutait avec les ministres, je crois qu'ils étaient socialistes à l'époque, on lui avait répondu, avec l'un d'entre eux en tout cas, ne croyez pas qu'on va vous accorder les avantages, tous les avantages comme ça de la France. Éventuellement, on vous en accordera par morceaux. Et M. Aliker soulignait le mot morceau. Donc c'est quoi? Vous n'allez pas vous attendre à ce que voilà, nous fassions de vous des Français à égalité avec ceux de là-bas, enfin les vrais. Les vrais. Et c'est très avec les vrais, les seuls, les uniques. D'ailleurs, nos descendants de colons nous disent dans le livre de Souquet Bassiège, les seuls enfants légitimes de la France, c'est nous. Il parlait donc de la communauté béquée. Les seuls enfants légitimes de la France. Et cette idée de légitimité, elle est là, elle est dans l'air. Et quand la France décide d'accorder, les gens qui sont maintenus sous machin, comment on appelle ça, qui reçoivent 400 € pour vivre. Comment on appelle ça? Les minima sociaux. Qui sont dans les minima sociaux, ils sont persuadés que c'est un cadeau qu'on leur fait alors que leur vie est détruite. Ces gens perdent l'habitude de travailler, ça crée une mentalité d'assister et les gens ont peur de tout parce qu'ils sont dans la précarité, l'insécurité la plus totale et personne n'ose prendre des initiatives pour sortir de ce cadre des petites ressources de 400 € qui sont, quand Rocard l'avait décidé, un soutien à la consommation. Et je ne sais pas pourquoi cette expression-là n'est plus dans nos discussions, un soutien à la consommation. Et on sait bien qui profite de ces 400, 500 €. Voilà. Alors, parmi les idées fortes qui empoisonnent cette société, à côté du nègre van nègre, il y a également l'idée que qui est propagée par plusieurs béquets, que j'ai déjà entendu dire, ou qu'on m'a dit qu'ils ont dit, puisque je ne les ai pas entendus en direct, qu'ils sont arrivés, ils sont d'autant plus légitimes, cette idée de la légitimité, qu'ils sont arrivés avant nous, les Africains. Oui, c'est ça. Et je confirme qu'effectivement, je les ai vus arriver, moi, le Caraïbe, puisque ma grand-mère, côté maman, m'expliquait que si elle avait les cheveux comme ça, c'est pas parce qu'elle était d'origine indienne, mais d'origine caraïbe. Et donc, je dirais à nos concitoyens béquets qui tiennent ce discours-là, effectivement, vous avez arrivé sur nos terres, nous les Caraïbes. Et donc, il faut déconstruire tout ce qui abîme l'estime de soi des Africains. Et le sentiment de propriété qui est souvent... voilà, le rapport à la propriété. On ne peut pas s'approprier un pays quand on ne peut pas s'approprier une terre. Mais vous avez beaucoup de gens qui viennent de France et qui disent aux gens retournez en Afrique. Et dernièrement, je crois que ce sont des Chinois qui se sont mis à le dire. Mais quoi qu'on fasse, c'est la composante afrodescendante qui n'est jamais respectée et qui a l'air de gêner tout le monde. Et c'est d'elle, véritablement, dont on veut se débarrasser. C'est pour ça que je disais à notre élite, à nos élus, quand vous parlez de la population de cette façon-là, que les gens qui viennent de l'extérieur vous entendent, eh bien, c'est pas seulement nos enfants qui sont profondément choqués et blessés. Ce ne sont pas seulement nos plus âgés, nos adultes, etc., qui se disent, eh ben oui, puisque nous sommes des nègres, nous trahissons comme nous pas fermer bouche nous. Ce sont aussi tous ceux-là qui sont prêts à vous déchoquer et à vous envoyer vivre ailleurs. Et vous n'êtes pas à l'abri, chères élites, vous n'êtes pas à l'abri de ce déchocage. Donc moi, je pense que l'émission approche de son terme, mais j'aurais aimé vous dire, alors à ceux de notre élite, ceux qui ne connaissent pas leur histoire, pardon si je vous blesse, il y a une petite boutique pour Monsieur Monplaisir qui vient d'être élu brillamment maire de Saint-Joseph. Vous avez dans votre commune une boutique qui s'appelle La Sankofa qui vend des livres, de panafricains qui vous parleront de l'histoire de l'Afrique et en partie de notre histoire aussi. Et il serait bon que vous ayez un petit regard dans cette boutique-là, monsieur. Faites connaître aussi dans votre commune le travail qui se fait pour diffuser des idées un peu plus justes sur nous-mêmes, mais surtout qui nous dispense du mépris des nôtres. Le plus vilain mépris que nous puissions subir, c'est celui d'être vécu comme ça
par les nôtres dans l'immédiat, de les entendre cracher sur eux. Non seulement on pense à des larbins, on pense à des gens qui n'aiment pas leur groupe, on pense à des gens qui vivent dans un état de haine de soi permanent, et oui, un état permanent de haine de soi, si vous voulez, et c'est ça nous met très mal à l'aise parce que, au fond, on en a assez avec les problèmes économiques qui nous assaillent. On en a assez de n'être reconnus par rien du tout, de vivre de briques et de brocs, de nous voir méprisés au quotidien. Notre élite qui attend d'être reconnue par la mère France, y compris dans ses gouvernements, et qui n'est jamais reçue, qui n'a jamais de place. Enfin, tout ça. Voilà. Peut-être qu'on s'est perdu un petit peu, mais la question de la dignité, elle reste centrale pour beaucoup des nôtres. Et je ne sais pas si vous avez ces discussions-là avec les gens sur le terrain, mais essayez de les aborder. Vous comprendrez peut-être qu'il y a des choses aussi, des manières de regarder votre peuple, de le considérer avec respect, pour que peut-être nous essayions ensemble de dépasser un certain nombre de divergences qui sont parfois absolument superflues et mesquines, qui ne font qu'entretenir de la discorde entre nous sans que ça ne débouche sur quoi que ce soit. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'à ce niveau-là, nous ayons peut-être provoqué de la réflexion. Vous pouvez venir réclamer droit de réponse, rouspéter, riposter. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, que nous ayons un débat franc. Mais la question de la dignité, du respect de nous-mêmes, pour moi, elle est capitale. Donc, j'ai posé aujourd'hui ce problème-là. Et voilà, on verra ce qu'on en fera. Mais je demande aux nôtres, quels qu'ils soient, qu'ils ne permettent pas qu'on parle d'eux de cette manière-là. Parce que le racisme, le rejet de soi, le manque d'estime de soi, il commence par le fait qu'on se taise quand on entend des gens nous mépriser publiquement et qu'on ne réagit pas. Donc, des deux côtés, je nous demande de nous occuper un petit peu plus, davantage de ce souci. De se regarder dignement chaque matin dans son miroir en se disant « j'ai fait ce qu'il faut et je me sens respecté ». Voilà. Maître, je vous laisse la parole pour terminer. Oui, nous pensons tous les deux pareil et c'est dommage. C'est dommage parce que, oui, comme vous l'avez dit avant, c'est de l'opposition, de la confrontation d'idées que peut jaillir quelque chose. Et mon message à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est d'aller vers ceux qui ne pensent pas comme vous, mais d'aller avec l'idée aussi d'accepter d'être changé par ce qu'ils vont vous dire, pour avoir une chance aussi de les changer dans ce qu'ils vont vous dire, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils pensent. Nous sommes des personnalités de conviction et nous aimons proposer, non pas un prêt-à-penser, mais le résultat de nos études, de nos recherches, de nos réflexions. Nous ne sommes pas figés, nous sommes prêts au dialogue et je pense parler pour nous en disant qu'on est prêt aussi à revoir notre position. Donc venez dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Venez aller à la rencontre de ceux qui pensent différemment de vous. Peut-être que vous apprendrez quelque chose et à défaut, peut-être que eux apprendront quelque chose. Voilà. Alors moi, je reste intraitable sur la question de l'estime de la dignité, du respect qu'on doit se manifester réciproquement. Pour moi, ce sont les conditions d'une vie. On ne sera jamais d'accord tous ensemble de la même façon. Et c'est cela qui fait, oui, je suis d'accord avec vous, maître, c'est cela qui fait la richesse d'un pays. Mais tout cela doit se dérouler sur la base du respect mutuel, et c'est dans ces conditions-là qu'on sentira qu'on ne fait pas de préférence pour... Quand vous avez dans une famille des enfants qui sont mieux traités que d'autres, et bien forcément vous créez des frustrations et ça rend la relation avec les autres frustrés très difficile. Donc voilà, nous avons ce devoir-là. Et sur la question de la discussion, elle est ouverte. Moi, j'ai jamais fermé de porte. Ce sont au contraire, j'en ai ouverte pour que
pour que nous pensions de manière plus collective. Et on ne peut pas me reprocher de ne pas vouloir. Pour la question de la décennie des personnes d'ascendance africaine dans laquelle nous sommes, nos élus n'ont pas pris leurs responsabilités. L'ONU a demandé à l'État français de s'occuper de ça pour les Noirs, justement, qui sont les plus défavorisés des sociétés modernes. Et nos États, la France n'a rien fait, mais dans notre pays, j'ai contacté un tas d'élus ou de personnalités de bibliothèques qui n'ont jamais répondu. J'ai eu 2 ou 3 réponses de bibliothèques, mais voilà, nos élus pense que si on parle des afrodescendants, oui, on divise la société, la paix sociale est menacée, mais je vous assure qu'elle est déjà. Et ce devoir de parler à la composante la plus importante de la société dans un cadre fixé, institutionnalisé par l'ONU et dans un texte, une résolution que vous pouvez télécharger sur Internet est très important et ça ne met aucunement la société, les groupes en porte-à-faux, au contraire. Et ça n'a pas été fait. Mais nous sommes jusqu'en 2024. Dans cette décennie, j'espère que nous aurons, nos élus, nos élites prendront la mesure de la chance qu'on a de pouvoir poser ces problématiques. Donc l'existence d'une communauté afrodescendante qui est défavorisée, qui est précarisée dans le monde, que l'ONU reconnaît et donc qui nous demande juste de nous en occuper. À nos élites et notre État français qui zanzole et qui ne veut pas traiter de cette partie, de cette problématique, puisque nous sommes une république non raciale, incolore et tout ce inodore et sans saveur. Inodore et sans saveur. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que voilà, nous avons apporté un petit peu de grain à moudre et que vous allez réfléchir. Vous pouvez me reprocher, nous reprocher, à Maître Germani également, un certain nombre de choses, et puis venir débattre si cela vous intéresse. Merci. Lisez beaucoup de sociologie. On vous explique beaucoup la société et vous allez voir qu'on va sortir de l'enfermement bec et nègre parce que ça n'est pas ça, à mon avis aujourd'hui, ce ne sont pas ça les problèmes les plus importants de notre société. Ils sont d'abord sociologiques. Voilà, bonne soirée et puis à bientôt. N'oubliez pas, faites remonter vos impressions si vous avez envie et puis proposez, si vous voulez des débats, proposez-les aussi à notre rédaction et nous les traiterons. Donc merci beaucoup à la technique, merci à Zouk TV de nous permettre de débattre de ces problématiques, merci aux techniciens qui nous aident à vous parler en direct comme nous le faisons. Bonne soirée ou bon après-midi si vous prenez l'émission en rediffusion. À bientôt.